Je m'appelle donc Najib Kari, je suis informaticien de profession en activité et je suis également le fondateur d'OVNI Direct, je ne sais pas si certains connaissent, qui est un média d'information sur les OVNIs depuis septembre 2011. Et je suis également cofondateur de Vertical Project Media avec mon ami Daniel Robin. Donc on organise à Lyon des conférences autour des thématiques liées à la conscience et à son développement, des conférences, des ateliers. Le premier qu'on a organisé, c'était le 24 novembre dernier au cinéma Pathé-Bellecour sur les synchronicités, le libre arbitre, sur les sorties hors du corps, etc. Donc comment j'en suis arrivé là? C'est une longue histoire, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une conférence éventuellement. Comment les ovnis peuvent vous ramener à l'étude de la conscience? C'est une vaste question, qui a même fait l'objet d'un ouvrage qui s'appelle OVNI et conscience. Je ne sais pas si certains connaissent, j'ai oublié de l'apporter, qui est vraiment une œuvre dans le domaine des ovnis. Une grosse étude qui a été menée par Philippe Guillemant, Philippe Solal, Daniel Robin ici présent, Éric Zurker et Fabrice Bonvin, voilà, qui est le coordinateur du livre. Donc moi, la première fois que j'ai fait cette conférence, c'était à Laon. Il y a quelqu'un qui était Aurélien c'était à Laon, il y a 3 ans, 2 ou 3 ans. Et donc c'était le colloque des réalités invisibles. Donc il y avait comme invité Philippe Guillemant, Fabrice, ça parlait de physique, ça parlait d'OVNI. Donc moi j'avais eu la chance de commencer le colloque sur la thématique OVNI et nucléaire. Après cette conférence, j'ai décidé pas d'arrêter mais de prendre du recul parce que ça commençait à faire, voilà, à peser. Et c'est un sujet qui vous prend tellement, qui vous bouleverse tellement qu'à un moment donné il faut prendre de la distance. Comme dirait un proverbe chinois, il y a un temps pour pêcher et un temps pour sécher les filets. Donc j'essaie de prendre ce temps pour sécher les filets et je me suis orienté vers l'étude de la conscience puisque c'est ce qui m'intéressait vraiment. Et qui dit conscience dit derrière spiritualité, etc. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une étude qui aurait pu faire l'objet d'un ouvrage. J'aurais pu faire un livre sur ce sujet. Mais comme je suis quelqu'un de compulsif, qui aime bien publier à chaque fois ce qu'il fait, donc je capitalise jamais assez pour prendre le temps et faire un livre. Donc là, c'est quasiment un livre que j'aurais pu faire sur le sujet. Daniel Aran l'a fait, OVNI et nucléaire, que j'ai pas eu le temps de lire malheureusement, mais c'est très bien qu'il ait fait un livre comme ça parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai essayé de faire une revue de presse de sur une semaine, et puis je suis tombé sur 2 articles, comme ça. Hein. Le premier, donc la France, le nucléaire produit des déchets qui resteront dangereux pendant des millénaires. Donc ça, tout le monde sait que le nucléaire c'est dangereux. Ça, j'apprends rien pour l'instant. À côté, il y a un autre article de Futura Science qui est sorti il y a 4 jours et qui explique que les 9 pays les plus industrialisés du monde stockent 17 000 ogives nucléaires. Il suffirait que 5% de ces ogives, 2000, explosent pour créer la catastrophe. Là, on rentrerait dans un hiver nucléaire. 5% de ce stock. L'autre article, c'est l'US Navy. Ils ont publié une note de service à tous les marins de l'armée américaine. Et puis ils leur expliquent, dans cet article, dans la source est Politico, ils expliquent à l'intérieur que tous les marins de l'US Navy ont l'ordre de déclarer la moindre observation d'objets volants non identifiés. Cet article date de dimanche, hein. Il sort dimanche. Donc ça veut dire que tous ceux qui observent un objet volant non identifié ont l'obligation de faire un rapport et de l'envoyer à la hiérarchie. Donc pour vous dire que ce n'est pas un sujet banal. Et vous comprendrez à travers cet exposé que voilà, l'armée américaine s'est plus qu'intéressée à ce sujet. Mais je sais bien qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas le sujet OVNI, à qui j'ai demandé de venir. Donc rien que pour eux, on va redéfinir un petit peu ce que sont les OVNIs. Comment on définit un OVNI aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un OVNI? Comment caractérise-t-on un OVNI? Donc c'est un objet qui a des performances aéronautiques et une luminosité non conventionnelle, donc il émet des radiations. On a eu le cas de Rendlesham, on a des cas de Trans-en-Provence que certains connaissent, des traces au sol, de la chaleur détectable au radar. On a beaucoup de cas d'OVNI détectés au radar par des militaires et qui sortent de plus en plus dans les médias. Ça, on a de la chance. C'est-à-dire que maintenant, les médias américains publient ce type de cas. Avant, c'était caché. Maintenant, il y a tellement de fuites, il y a tellement de gens qui écoutent aussi, qui passent leur temps à écouter les conversations radio. Et ils arrivent parfois à capter des informations qui sont ensuite corroborées par les contrôleurs aériens. Et c'est un phénomène qui occupe une position dans l'espace. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Okay, donc on a bien des traces radar, c'est un phénomène physique. Et c'est un phénomène qui maîtrise totalement ses manifestations. Il est capable de manipuler l'espace et le temps. Il arrive parfois que des témoins vous racontent lors de l'observation que tout s'arrête autour d'eux. Il y a une sorte de dissociation, isolation sensorielle, comme s'ils étaient seuls face au phénomène, et ça dure parfois pendant 5 minutes, et ils ont l'impression que c'est une éternité qui est passée. Donc le phénomène
d'un point de vue subjectif, est capable de manipuler l'espace et le temps. Et aujourd'hui, bien évidemment, les 3 dimensions ne permettent pas d'expliquer le mode de fonctionnement du phénomène. Voilà, c'est pour ça que la physique se casse un peu les dents. Le phénomène est polymorphe, ça veut dire qu'on a commencé par observer des dirigeables en 1896-97, on en parlera. Et puis le phénomène a évolué, on a l'impression qu'il se technologise. Ensuite, on a observé des cigares, des disques, des triangles, donc il y a une évolution en termes de forme d'OVNI. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la symbolique? On sait quelque chose qu'on essaiera d'analyser à la fin. Vous me donnerez votre avis également, ça m'intéresse. Le phénomène entretient également une relation entre l'univers physique et la conscience humaine. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui a un impact physique sur les témoins, psychique sur les témoins, pardon. Et il influence également le futur de l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a des cas, je vous diffuserai une vidéo à la fin, je préfère attendre la fin pour la diffuser. Donc c'est un cas des élèves du Zimbabwe en 1994 dans une école post-coloniale d'Harare où un ovni atterrit et 2 êtres sortent de cet engin. Et puis suite à cela, les élèves ont des visions d'apocalypse. Bien évidemment, ils courent dans tous les sens, ils ont peur, ils ont cette vision d'apocalypse que la Terre est en train de s'autodétruire. Voilà. Mais vous découvrirez ce cas à la fin en vidéo, 6 minutes, pour ceux qui le souhaitent. Et également, donc, influence le futur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a des cas où le phénomène semble envoyer un message sur une date où il va se passer quelque chose. On a eu le cas dans l'Aude, où on a reçu le mail, où un témoin a rencontré une entité, suite à une observation d'OVNI, qui lui a dit le 26 février, il va se passer une catastrophe. Donc nous, on l'a étudié dans le cadre d'OVNI Investigation. Donc au début, bon, ça vous fait rire, hein, forcément. Hein. Oh, mais c'est quoi ce truc? Voilà, ça sort d'où? Donc on a bien rigolé, après on a moins rigolé. Et donc on a le mail, on a la preuve, je peux tout vous envoyer après. Tout ce que je dis, c'est étayé, il y a des sources. Et donc le 28 février, il y a eu le tsunami de la Faute-sur-Mer. Exactement à la même date. Donc Indonésie, il y a eu un tremblement de terre partout dans le monde. Donc là, voilà, on a moins rigolé à ce moment-là. Et le phénomène entretient bien sûr une relation assez particulière avec le nucléaire. Donc depuis 1942, la mise en place du projet Manhattan, on a des survols d'OVNI au-dessus des sites nucléaires, donc ça on le verra très largement. Là, ce que je vais faire, je vais vous parler du premier cas documenté d'OVNI. Je suis sûr que pas beaucoup le connaissent. Parce que les ovnis ne datent pas d'aujourd'hui, bien évidemment, ni de la révolution industrielle. Ils datent d'il y a bien longtemps. Donc on a le cas de Barov, qui s'est produit en Allemagne, qui est anciennement Suède. Donc je vais vous lire un extrait de cet ouvrage. Voilà. C'est un ouvrage d'un écrivain allemand qui s'appelle Erasmus Francisci, en 1689. Donc il dit « Après s'être déplacés à l'unisson, les oiseaux ont formé une sorte de long corridor, devenu un navire de guerre qui semblait s'approcher en provenance du nord, suivi d'un nombre incalculable d'autres vaisseaux. Feu et fumée s'ensuivirent lorsque les 2 navires principaux se mirent à s'envoyer des boulets de canon en direction l'un de l'autre, ce qui terrifia les pêcheurs qui se trouvaient dessous. Le bateau qui arrivait du nord a battu en retraite, puis est revenu et s'est ensuite dirigé vers le sud. 2 autres escadrons sont ensuite apparus en provenance de l'ouest et de l'est avec de petits bateaux. Après un moment, un objet rond et plat est sorti du ciel. On aurait dit une assiette ressemblant à un immense chapeau d'homme. Sa couleur était celle d'une lune s'assombrissant, et cela planait juste au-dessus de l'église Saint-Nicolas. À cet endroit, il est resté stationnaire jusqu'au soir. Les pêcheurs, inquiets à mort, ne voulant plus regarder le phénomène plus longtemps, se couvrirent le visage de leurs mains. Pendant les jours qui ont suivi, ils ont eu des nausées, des tremblements dans tout le corps et des douleurs à la tête, ainsi que dans les membres. Plusieurs savants ont réfléchi longuement à ce sujet. Donc là, on a des milliers de gens qui ont vu ça. Donc ça a été documenté à travers ce dessin. Donc qu'est-ce qu'on remarque à travers ce cas? Comment on peut l'analyser? C'est qu'on est face à un phénomène ostentatoire. Donc les gens décrivent un navire. Pourquoi un navire? Aujourd'hui on voit des disques. Moi je pense qu'en fait il y a un phénomène aussi d'ordre symbolique. Le phénomène va puiser dans les archétypes pour se manifester. C'est pour ça qu'on voit des navires, à mon avis. Et on a une mise en scène également symbolique au-dessus de l'église Saint-Nicolas pendant 2 heures. Donc l'objet reste au-dessus de l'église. On sait que le phénomène aime le symbole. Donc l'église, qui est un lieu également tellurique. Donc on peut imaginer qu'il y a une symbolique derrière tout ça. Donc pendant 2 heures, le phénomène est resté au-dessus de l'église. Et ce n'est pas le seul cas. On a eu le cas de Zeytoun en Égypte, Aswan. On hésite entre une apparition d'OVNI et une apparition mariale. Voilà. Donc, en tout cas, le phénomène aime les symboles. Ça c'est clair et il y a beaucoup de cas qui le prouvent. Il avait envie de se montrer, il n'avait pas envie de passer inaperçu. Et il y a eu également des effets physiques sur les témoins. Donc on a eu des nausées, les gens ont eu des nausées. Donc il y a vraiment eu une intrication d'ordre physique entre le phénomène et les témoins.
On va ensuite parler de la fameuse vague de airships aux États-Unis. Donc là, c'est la révolution industrielle. C'est la première grande vague de l'histoire des ovnis. Donc on a une observation de masse de novembre 1896 à fin 1897, 1500 témoignages partout aux États-Unis. Donc on a tous les magazines, tous les quotidiens de l'époque qui le relataient chaque fois. On a des dirigeables fantômes qui sont observés, donc des sortes de airships, des zeppelins, parfois des locomotives, des navires volants. Et tout ça dans 19 États américains. Donc là, on a les sources, hein, vous pouvez aller vérifier, c'est vraiment documenté. Le contexte historique, on est au milieu de la révolution industrielle. On a la vapeur, le pétrole, l'électricité qui ont permis l'émergence de nombreuses industries. On a la mécanisation qui prend le pas sur le travail individuel, manuel en tout cas. Donc là, on est en pleine mécanisation du monde. Et il y a une totale absence de science-fiction. Sauf que 10 ans avant, il y a Jules Verne qui a sorti un livre qui s'appelle Robur le Conquérant, voilà, qui était une sorte de ballon, un zeppelin qui parcourait le monde. Donc à bord, il y avait un savant fou qui parcourait le monde avec un fanal électrique, etc. Est-ce que ce roman a pu influencer toute une population? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je pense que non. En tout cas, à l'époque, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de radio. En termes de forme, on observait des objets ronds également, forme d'œuf, des cigares, cylindres, wagons, et des structures essentiellement métalliques, puisqu'on avait des réflexions du soleil. Donc sachant que c'est impossible sur des zeppelins faits de toile imperméabilisée, donc ce qui était courant à l'époque. Les objets se déplaçaient en forme d'ondulation verticale, zigzags, horizontaux. Donc là, des performances aérodynamiques hors du commun, hein. Même aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit capable de faire ça. On avait notamment des émissions de bruit et une forte luminosité, ce qui caractérise vraiment les ovnis. On avait des feux de position multicolores qui ont été découverts qu'en 1911. Là, je vous parle d'une vague qui est en 1896. Donc en 1911, mise en service des feux de multicolores, de position multicolore. Les phares en 1960, des projecteurs, des faisceaux de lumière. Donc à l'époque, une technologie pareille n'existait pas. Qu'est-ce qu'on observait à côté de ce phénomène? On observait une agitation anormale dans les zones d'élevage ou animalières. On sait que parfois, suite à des survols d'ovnis, pendant des survols d'ovnis, il y a les animaux qui se mettent à s'affoler un petit peu. On a des atterrissages furtifs d'objets qui atterrissent aussi vite puis repartent. Et on a plusieurs êtres humanoïdes de type velu qui sont observés. On a connu des cas à Lyon, on a étudié des témoins d'ovnis qui ont observé à proximité des ovnis des êtres velus. Il y a même Jacques Vallée, hein, le célèbre Jacques Vallée, qui a travaillé sur ces cas dans l'Utah. Même lui, ça le rendait fou, quoi. Pourquoi des êtres velus? Donc là, normalement, les scientistes, ils viennent, ils analysent, ils prennent des poils, ils essayent de trouver des traces, etc. À mon avis, le phénomène ovni dépasse tout ça. Là, c'est un archétype. Le phénomène, il s'habille, en fait, en fonction des schèmes cognitifs de l'époque. L'être velu a certainement une symbolique pour nous rappeler à quelque chose. Je pense que le phénomène utilise toute cette panoplie de tous ces archétypes pour se manifester, et les êtres velus en font partie. Voilà. C'est un avis, bon, c'est une interprétation jungienne, mais pour l'instant, je n'ai pas l'interprétation, l'explication pour l'être velu. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, et je serais heureux de le partager, d'en discuter avec eux. Comment on peut analyser cette vague? On peut dire que c'est la première grande vague d'OVNI officielle, puisqu'elle a été relatée dans des médias. Il y a des analyses qui ont été faites, il y a des bouquins qui ont été faits sur cette vague. Il y a des similitudes avec la vague de 1954 et 90 qu'on va étudier. Donc la vague qui s'est déroulée en France et 90 en Belgique et en France. Et on peut noter également une mise en miroir de notre futur technologique avec quelques mois d'avance, puisqu'en fait le premier zeppelin qui va réussir à s'envoler, c'est en début 1900, c'est David Schwartz. Et le zeppelin donc s'envole et au bout de 5 minutes il se fracasse. Voilà. Donc on ne peut pas me dire que ce sont les prototypes de David Schwartz qui se sont amusés à faire des tests au-dessus des États-Unis. Voilà. Donc là on n'a pas d'explication. Une autre vague du même type a lieu en 1903-1909 aux USA et en Angleterre. On a plus de 1000 témoignages entre 1903 et 1909 dans ces deux pays. Et là on a des formes qui changent un petit peu. On a des cigares, des dirigeables et des sphères lumineuses. Donc ça commence à changer un petit peu en termes de forme. On a le cas de Fatima en 1919. Donc là, vous voyez, on va un peu parcourir le temps, l'histoire ufologique, et puis on va se focaliser sur le nucléaire à un moment donné. On a 50 000 à 70 000 témoins à Fatima. Donc Daniel Robin qui est là pourra mieux vous en parler, puisque c'est un peu le spécialiste sur le sujet. Le 13 octobre 1917, il y avait 70 000 personnes. 70 000 personnes qui ont été même photographiées, donc c'est un cas sérieux.
Certains diront que c'est une apparition mariale, d'autres vous diront que c'est un ovni. En 1941, 9 octobre, on a l'approbation du programme atomique des États-Unis. En novembre 1941, on a le comité, donc composé de Vannevar Bush, que vous retrouverez à plusieurs reprises. C'est un peu l'homme à la cigarette d'X-Files, je ne sais pas si vous connaissez. Je pense qu'ils se sont un peu inspirés de lui. Donc il est partout, il sait tout. Je pense qu'il en sait plus même que les présidents. Vous avez Franklin Roosevelt, donc, qui est le président de l'époque, et Henry Wallace, son premier ministre. Donc ils vont se concerter pour réfléchir à comment justement mettre en place les différentes structures qui permettront d'aboutir à la fabrication de la bombe, la fameuse bombe. Et donc qu'est-ce qui se passe 3 mois après ces discussions? On a une vague à Los Angeles, 25 février 1942. On a 1400 obus qui sont tirés. 1400 obus au-dessus de Los Angeles, on a plusieurs ovnis au-dessus, des ovnis, c'est non identifié, on ne sait pas ce que c'est. Ils ont même accusé les Japonais. Jusqu'à présent, les Japonais vous disent non, c'était pas nous. Je pense qu'ils s'en seraient vantés un petit peu, hein, de dire que c'était eux. Ben là, on n'a pas d'explication, c'est ni les Russes, ni les Japonais. On a le fameux Los Angeles Times, donc, qui titre le lendemain avec cet article, que vous pouvez retrouver sur le net. Comme si le phénomène était au courant que la fabrication de la bombe était en cours, il n'y avait pas encore de fabrication industrielle, hein. Ils n'ont pas industrialisé, ils en ont simplement parlé. 3 mois après, le phénomène apparaît. Voilà. Le phénomène semble tout connaître de nous. Entre 1942 et 1946, on a une mise en place du projet Manhattan. Donc l'équipe du projet s'établit à Los Alamos, qui est le lieu d'assemblage de la bombe. Et pendant ce temps, il y a Hanford et Oak Ridge qui sont en cours de fabrication, de mise en place. Donc Oak Ridge, où on a le cyclotron et les électroaimants, et Hanford, où on a la cité du plutonium. Et c'est là-bas où le fameux Enrico Fermi travaillait. Donc là, vous avez des images de ces sites. Et là, on a commis l'irréparable. Fameuse explosion de bombe atomique le 16 juillet 1945. Donc là, on a fait exploser la première bombe sur Terre. Je vous laisse découvrir. Donc là, c'est pas de la fiction, c'est pas Hollywood, c'est pas Twin Peaks. Là, c'est la vérité, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est des vraies images. C'est bien de le mesurer des fois, en fait, hein, de le voir. Imaginez à quel point ça a pu résonner dans la galaxie et dans les dimensions, ce genre d'explosion. Imaginez. Imaginez toutes les répercussions de ce type d'explosion. Sachant qu'il y a une étude récemment qui est sortie, qui explique en fait que ce type d'explosion représente des biosignatures pour d'autres civilisations. C'est-à-dire que si demain on veut capter une civilisation, on arrive à le capter grâce à des explosions parfois qui se passent dans d'autres... Bon, ça ne s'est jamais passé, hein. Pour l'instant on n'a jamais découvert qu'une autre civilisation a fait exploser des bombes, mais en tout cas nous au moment où on le fait, il y a une sorte de biosignature, c'est expliqué hein, scientifiquement, je vous enverrai toutes les sources après, et donc on peut capter justement qu'une civilisation existe dans telle ou telle planète grâce à ces explosions de bombes. Voilà. Je ne dis pas que les ovnis n'étaient pas là avant, mais je pense qu'on a encore plus attiré l'attention à ce moment-là. Donc pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font les autres? Encore plus fous. Les soviétiques et les Suédois, ils se disent, allez nous aussi on va fabriquer la bombe atomique. Allez, on va faire joujou. Et donc là, on a le programme nucléaire militaire suédois, vous comprendrez pourquoi je vous en parle. Donc début 1946, on a une section donc, qui est dédiée à la physique nucléaire, qui est mise en place. On a une vingtaine de chercheurs qui travaillent sur la fabrication de la bombe, puisqu'ils ont le fameux rapport Smith, c'est la recette de la bombe atomique, la fameuse recette tant convoitée. Donc les Américains la donnent aux Suédois, puisqu'il y a les Russes qui sont juste en bas, donc voilà, il faut se préparer. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où les Suédois fabriquent cette bombe nucléaire? Vague d'ovnis missiles fantômes, donc vague de missiles fantômes en Suède, en 1946, au moment où ils sont en train de fabriquer la bombe. Puisqu'ils sont en train d'exploiter les gisements. Pour avoir l'arme nucléaire, il faut du plutonium, il faut du graphite, il faut de l'eau lourde. Et donc, les Suédois étaient en train justement de surexploiter leurs mines. Et on sait aussi que les ovnis survolent beaucoup les mines de charbon, les mines d'énergie. Vous le verrez après dans un cas qui s'est déroulé au Congo. Et donc là, on a des ovnis en forme de cigares, de missiles, qui 1000 rapports du 9 au 30 juillet. Donc l'armée suédoise a reçu 1000 rapports. Imaginez, en si peu de temps. Voici une image de reconstitution, je précise, hein, ce n'est pas une vraie image parce que je préfère le dire maintenant, parce que je reçois des fois des messages. Voilà ce que les gens observaient.
Complètement absurde. Le phénomène est absurde parfois dans ces manifestations. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a 1000 rapports, 1000 ovnis, à peu près on va dire la moitié qui tombent dans des lacs. Donc les plongeurs se rendent à l'intérieur des lacs, ils ne voient rien, que dalle. Il n'y a rien. On les voit se cracher dans les lacs. Les plongeurs se rendent à l'intérieur, on ne voit rien. Donc c'est encore une fois l'élusivité du phénomène ovni, qui aime jouer de nous parfois. Et c'est ce que Joël Ménard appelait les ghost crashes, les crashs de rien. Donc il a même fait un bouquin dessus. Ça peut paraître ridicule quand on en parle comme ça, mais les phénomènes, de toute façon, ils se comportent de manière ridicule. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette vague? C'est une composante mimétique. Donc le phénomène, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe technologiquement les fusées. C'est mon analyse. Il anticipe technologiquement les fusées, puisqu'à l'époque, bon, à part les fusées V2 en Allemagne avec les nazis, etc. Donc là, comme s'il nous mettait en miroir notre technologie en se moquant de nous. En fait, tous nos rêves technologiques, il les met face à nous et puis il se moque de nous. C'est comme ça que le phénomène fonctionne souvent. Et donc là, bien évidemment, il y a une corrélation entre cette grande vague suédoise et le programme nucléaire suédois. Voilà. Ensuite, là c'est parti. Donc on a des survols de sites nucléaires aux États-Unis en 1947. Donc 1947, c'est aussi l'année de Roswell. On a les sites de White Sands, Kirkland, Sandia, qui sont survolés par des ovnis. 37 observations sur Oak Ridge et Clarksville, qui sont des hauts lieux de la recherche nucléaire. Et là, à ce moment-là, les responsables américains commencent à émettre des rapports, à signaler, commencent à avoir peur. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, on a le fameux mémorandum du général Nathan Twining. Donc le mardi 23 septembre 1947, il adresse un mémo au général Shulgin. Et donc il lui dit: le phénomène signalé est quelque chose de réel et non visionnaire ou fictif. Il y a des objets qui se rapprochent de la forme d'un disque, dont certains apparaissent plats en dessous et en forme de dôme au-dessus. Ces objets sont aussi grands que des appareils construits par l'homme, ont une surface métallique ou réfléchissant la lumière, montrent des rapidités d'ascension et de manœuvrabilité extrêmes, sans son associés et entreprenant des actions qui doivent être considérées comme d'échappement lorsqu'ils sont contactés par des appareils ou un radar. Donc là, on est un général de l'armée américaine quand même qui écrit ça. À l'époque, ils pensaient tous que c'était les Russes. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas d'engin russe capable de faire ça, et de ressembler à ça non plus. Donc là, je vais vous proposer de visionner une petite vidéo que j'ai trouvée la semaine dernière. Je ne savais pas qu'elle existait. On a une vidéo donc, qui montre un peu, petit aperçu des 200, il n'y a pas 200 essais nucléaires, mais les plus importants. Ça a été reconstitué par des archivistes américains. Donc ils ont dû bien s'amuser. Ils ont reconstitué tous les films de ces bombes. Donc je vous laisse la regarder un petit moment. On va pas tout regarder parce que ça dure quand même pas mal de temps. Je vous l'enverrai, vous pourrez la visionner chez vous. Donc là, on a l'opération Sandstone qui débute, la grande série d'essais nucléaires qui a été menée par les Américains dans les îles Marshall. Donc c'est avril-mai 1948, donc c'est la première grande opération. On est en 48, et en 48 on a quoi? On a d'étranges météores qui survolent Holoman et Kirtland, qui abritent les laboratoires donc voués à la recherche nucléaire. Donc ceux qui connaissent la série Blue Book, je ne sais pas si certains la regardent, personne? Je vous conseille de la regarder, franchement. C'est une série américaine qui a été produite par History Channel, qui va succéder à Viking, et donc qui met en scène le fameux personnage d'Alan Hynek,
Alan Hynek, c'est un peu le pape de l'ufologie. Il a travaillé pour l'US Air Force, il a été embauché par l'US Air Force. À l'origine, c'est un scientifique pluridisciplinaire. Donc on a fait appel à lui pour essayer de démystifier tous les cas d'OVNI, trouver une explication à chaque fois. Et à un moment donné, il s'est dit non, je ne peux pas continuer à faire ça. Donc il a quitté l'US Air Force après 12 ans et il a travaillé dans la recherche privée et c'est devenu un des plus grands ufologues voilà, de l'histoire. Donc Alan Hynek, qui est mis en scène dans cette superbe série américaine qui s'appelle Blue Book et qui est produite par Robert Zemeckis. Donc c'est une excellente série et ils mettent à un moment donné en scène ces survols de météores, de boules vertes au-dessus d'une base de l'armée américaine. C'est vraiment bien mis en scène. Donc là, on commence à avoir les premières corrélations entre OVNI et nucléaire qui sont réalisées par le fameux Vannevar Bush. On a un groupe de réflexion qui est composé de scientifiques de haut niveau qui ont justement publié un rapport qui s'appelle Analysis of Flying Object Incident. Et dans ce rapport, ils font l'hypothèse que les apparitions d'OVNI répondent à des schémas identifiés. Ils ne disent pas qu'il y a une corrélation entre OVNI et nucléaire, ils ne peuvent pas le dire comme ça. Mais en tout cas, ils commencent à remarquer qu'au moment où ils font péter des bombes, aux endroits où ils font péter des bombes, il y a des OVNI qui apparaissent. Voilà, ça commence à soupçonner cette piste. Et puis après, ils vont bien s'amuser à essayer de le démontrer, vous le verrez. Donc là, on a des essais nucléaires dans le monde. En 1951, on a les premiers grands essais qui commencent à être entrepris par les Américains et les Soviétiques. Entre 1947 et 1952, on a 3000 cas d'OVNI qui sont observés au-dessus de Oak Ridge et Clarksville, qui sont des hauts lieux de la recherche nucléaire, fabrication de la bombe, d'obus, etc. Et sur 3000 cas, on a 19% de cas inexpliqués. Donc tout ça, c'est dans le rapport sur les objets volants non identifiés que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est des gros pavés. Ensuite, on a l'opération Trumbull Snapper. On a donc une série de 11 essais nucléaires atmosphériques d'avril à juin 1952, au-dessus du site du Nevada. Vous comprendrez pourquoi. Je vous parle de cette opération. Donc au-dessus du site du Nevada, on a une série d'explosions nucléaires qui sont entreprises. Et on a une vague derrière sur la côte est des États-Unis. Et on a également l'apparition de Washington. Au moment où cette opération se termine, au-dessus de Washington, c'est aussi un cas qui est évoqué à la fin de l'épisode Blue Book. Donc là, on a 14 OVNI qui sont repérés par les cadrans sud-ouest de l'écran radar des militaires, sur les radars militaires. On est à Washington, on a la Maison Blanche, le Capitole, etc. Et on a des boules lumineuses qui sont au-dessus de ces grands monuments. Donc là, on est au cœur du monde, quoi. Et à ce moment-là, on a des avions de chasse qui décollent pour essayer d'intercepter, bien sûr, c'est la règle, hein, qui vont essayer d'intercepter ces engins. Au moment où ils arrivent, les engins disparaissent. Donc les avions de chasse s'éloignent. Au moment où ils s'éloignent, les engins réapparaissent. Donc il y a toute la population qui les voit. Vous avez même un article du Washington Post. On a la Maison Blanche, le Pentagone qui sont submergés d'appels. Et il n'y a aucune explication. L'explication qu'ils ont trouvée à la fin, c'était que c'était une inversion de température. Donc c'est un changement brutal de température. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, on a des dizaines de mégatonnes qui explosent entre 52 et 53. On a des bombes là, en plus là c'est des bombes primitives qui sont vraiment sales, on appelle ça des bombes sales, quoi. Ensuite, en 52, on a une corrélation entre les OVNI et le nucléaire à travers le rapport Blue Book. On commence à avancer. En 52, on a le rapport donc, qui établit que les endroits où les OVNI se manifestaient le plus, c'était des endroits où il y avait justement des activités nucléaires, de la recherche qui était faite. Donc les résultats de l'exercice appuyèrent l'hypothèse selon laquelle il serait fréquemment aperçu près d'usines ou de bases utilisant l'énergie nucléaire. Donc Blue Book a duré de 52 à 69. Alan Hynek est parti en 66. Bon. Donc Blue Book, c'est des milliers de cas, des dizaines de milliers de cas. Même en Espagne, ils ont vraiment enquêté partout dans le monde. Là, on a une autre corrélation. C'est en décembre 52, donc Marshall Shadwell, assistant directeur du renseignement, qui informe le directeur de la CIA, Walter Smith, que sur la base des éléments récoltés, les observations d'engins non identifiés dans les environs des principales installations de défense américaines sont d'une telle nature qu'elles ne sont pas attribuables à un phénomène naturel ou à un type de véhicule connu. Voilà. Donc là, on commence à avancer. Un autre rapport de la CIA qui montre justement un survol d'OVNI, je vous en parlais tout à l'heure, de l'appétence du phénomène vis-à-vis des gisements, des mines, d'exploitation. Donc on a le commandant de la base aérienne d'Elisabethville, c'est ça, au Congo, qui a poursuivi donc des objets qui ont la forme d'une soucoupe d'un diamètre entre 12 et 15 mètres.
donc au-dessus de ces mines. Justement, le but de ces mines, c'était de fournir des matières premières pour la fabrication des bombes. Hein. Voilà. Donc là, on avait des survols d'OVNI au-dessus de ces gisements. Ensuite, on a l'opération Castle en 1954, donc qui est la plus importante explosion thermonucléaire américaine. Et là, en France, on a la vague de 1954. Je ne sais pas si certains connaissent, je pense que les spécialistes doivent la connaître, puisqu'en 1954, on observait des ovnis partout en France. Il n'y a pas un jour où vous ouvriez pas le journal où il n'y avait pas une observation d'ovnis. Il y en avait plein. 472 rapports de gendarmerie sur les atterrissages d'ovnis. Le 27 juillet 1954, il y a une fiche de renseignement sur les soucoupes volantes qui est émise par les états-majors de l'armée. Donc c'est écrit, hein. C'est des documents que vous retrouverez aussi sur le web. Hein. On a aussi un rapport sur les objets volants non identifiés par un major général de l'armée. Et moi, qu'est-ce que je constate quand je fais ça? Pourquoi il y a une vague en 1954? Pour moi, c'est tout simplement parce que c'est l'année du début du nucléaire français, militaire français. Voilà, c'est ce que je trouve, parce que je ne comprends pas pourquoi en 1954, en France, on a une vague incroyable. Pendant un an, on a des ovnis de partout, des atterrissages, des êtres en scaphandre. Donc là, pour moi, ça colle avec le fait qu'on soit l'année, on est en plein début du nucléaire militaire français. On a un déploiement d'armes nucléaires en Europe, en septembre 1954. Donc des bombes qui sont livrées à l'OTAN et au Royaume-Uni. Et à partir de 1955, on a la mise en service des premiers sous-marins français porteurs de missiles balistiques. Voilà, ça colle en plein avec cette vague, comme si on nous prévenait de quelque chose. Attention. Il y a également, il y a des articles de presse, bien évidemment, vous les retrouvez sur Internet. Hein. Voilà, il y en a plein, partout. Par contre, c'était farfelu, hein. Des êtres en scaphandre avec des têtes d'animaux, etc. Donc là, encore, il y a les archétypes qui rentrent en compte. La conquête spatiale qui arrive, on a l'impression que le phénomène, il anticipe quelque chose. Il utilise nos rêves technologiques, encore une fois. Et là, on a les fiches de renseignement en question, donc là, c'est vraiment preuve à l'appui. Et en 1954, c'est également l'année du nucléaire soviétique, puisque les Russes aussi connaissent des vagues d'ovnis. Donc quand je fais le rapprochement entre les vagues d'ovnis en Russie et ce qui se passe, moi je découvre que c'est la première centrale nucléaire d'Obninsk en Russie donc qui est mise en place, et qui a le fameux exercice nucléaire de Totskoï, le 14 septembre 1954, dans l'Oural. Les Russes s'amusent à réaliser des essais nucléaires où les soldats sont des cobayes. Voilà. Donc on a à peu près 45 000 soldats, officiers, donc qui sont délibérément exposés à des radiations, 320 avions, 600 chars, 600 véhicules blindés, et des bombes 2 fois plus puissantes que celles d'Hiroshima. Voilà. Donc là les mecs... Et en bas, on a quoi? Une vague d'ovnis en URSS, bien évidemment. Et donc, ça donne dans les archives, vous pouvez les retrouver. Quelques cas soviétiques, donc là, on va faire un petit bond temporel. Bon, là, pour l'instant, c'est 57. On a un incident qui est déclassifié en 90, puisqu'en fait, en Russie, tout ce qui se passait jusqu'à 90, on ne pouvait pas le savoir, on ne le savait pas. À part les services secrets, la CIA, les services secrets français, la population des autres pays du monde ne savait pas ce qui se passait en Russie. Il y a même eu une explosion, une catastrophe nucléaire, personne ne le savait. On l'a su qu'en 90, après le putsch de Moscou. Donc là, on a un incident qui a été déclassifié, donc un accident nucléaire de Tchebelinsk, mesuré comme niveau 6 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Contamination radioactive à long terme. Donc 800 km qui sont toujours contaminés. Et moi, ça, je l'ai découvert récemment parce que je ne comprenais pas. Dans le cadre de mes travaux sur OVNI Direct, j'ai beaucoup de cas qui se passent dans l'Oural. Je me dis, mais pourquoi dans l'Oural, les ovnis dans l'Oural, près de cette zone, Tchebelinsk? En fait, quand vous cherchez, vous vous rendez compte, quoi. Quand j'ai découvert cet événement, j'ai vite fait la corrélation. Je me suis dit, potentiellement, c'est encore une zone qui est contaminée et voilà, qui suscite l'intérêt des ovnis, quoi. Le cas numéro 2 donc, que je vous ai sélectionné, c'est une observation qui est réalisée par plusieurs témoins au-dessus d'une base de missiles russe. Donc à Kapustin-Yar, près d'Astrakhan, en 1989. Et ce cas, vous le trouverez dans le rapport Cometa, que je vous incite à lire si vous vous intéressez au sujet. Donc c'est un rapport qui est rédigé par des généraux, des pilotes, des ingénieurs français, dont certains ont occupé des très hautes fonctions, donc des membres de l'Institut de haute défense nationale. Donc c'est vraiment des cas intéressants et qui ont fait l'objet d'études scientifiques. Le cas numéro 3, c'est celui d'Igor Maltsev, qui est aussi dans le rapport Cometa, donc qui est le commandant des forces de défense aérienne russes. Donc c'est pas n'importe qui, hein. 21 mars 90, donc il y a une tentative d'interception de disques par des chasseurs. Et l'OVNI a une vitesse 2 à 3 fois supérieure à celle des avions de combat modernes, et il n'y avait pas un bruit.
Voilà, donc c'est le témoignage d'un commandant de l'armée russe, qui se trouve dans le rapport Cometa, donc c'est lui qui vient témoigner. Et ça, là je vais vous parler d'une affaire, qui est l'année géophysique internationale. Donc il faut attribuer le mérite à Fabrice Bonvin, c'est lui qui a trouvé cette corrélation. Donc merci à Fabrice. Donc c'est une année qui a été mise en place donc à l'initiative du président de l'époque et de Lloyd Berkner, donc qui est la deuxième éminence grise de la recherche sur les ovnis aux États-Unis. Lloyd Berkner et Vannevar Bush, c'est les deux qui savaient un peu tout en fait. Ils ont traversé les époques et ils savaient tout sur le sujet ovni, même plus que les présidents des États-Unis. Donc elle a été fondée par Lloyd Berkner, membre de la commission Robertson, qui est une commission d'études sur les ovnis qui a eu lieu quelques années avant. Et c'est sous le contrôle de Vannevar Bush, qui était à l'initiative également de la fabrication de la bombe. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc l'objectif, c'est d'observer de manière coordonnée les phénomènes géophysiques de la Terre lors d'une période d'activité solaire maximum. Donc là, on est entre 57 et 58. Il y a 67 nations qui participent, 60 000 scientifiques, 8 000 stations d'observation. Et pendant cette année géophysique internationale, il y a beaucoup de découvertes qui sont faites. On met en place des stations dans l'Antarctique, on découvre la ceinture de Van Allen, on lance les fusées, les satellites, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pendant cette année géophysique internationale, ce qui implique qu'il y ait des astronomes, des astrophysiciens qui observent le ciel, qui analysent pendant ce temps, des sortes de sentinelles. Voilà. Donc ils ont mis en place des sentinelles, ils leur ont dit observez l'activité géophysique de la Terre pendant cette période d'éruption solaire. Et puis, vous nous ferez vos rapports sur ce qui peut se passer. Voilà, c'est ça le but de l'année géophysique internationale, officiellement. Sauf que les mecs, maintenant qu'ils ont compris le rapport entre les ovnis et le nucléaire, ils s'amusent à lancer l'opération Bloombud, donc qui est la plus importante, la plus longue et la plus controversée série de tests nucléaires menés aux États-Unis, 29 essais nucléaires pendant l'année géophysique internationale. Ils lancent également l'opération Artrac 1, Artrac 2, donc 35 essais réalisés sur les îles Marshall, 37 essais atomiques dans le désert du Nevada. Et donc suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Dès septembre 57, vague d'ovnis aux USA, URSS, Brésil, Japon, là où les sentinelles scientifiques étaient positionnées pour observer l'activité géophysique de la Terre. Et donc là, il y a 330 observations sur les premières semaines de novembre aux États-Unis. Donc la question que Fabrice s'est posée, c'est de savoir est-ce que ce n'était pas un projet écran, en fait, cette année géophysique internationale, de faire péter des bombes pendant ce moment-là, et puis recueillir un maximum de rapports avec un certain niveau scientifique, puisque là on a des analystes scientifiques qui observent le ciel. Donc officiellement, la vague se distingue par de nombreux cas d'effets électromagnétiques et des rapports d'observateurs à haute crédibilité, des agents de force de l'ordre, des pilotes, des scientifiques. Les observations d'OVNI durant cette période sont transmises au National Security Council, qui a été créé juste après Roswell en 1947. Donc c'est on va dire c'est le comité de défense américain. Je ne dis pas qu'il a été créé à cause de Roswell, hein. C'est juste voilà, une coïncidence. Donc en 1947, les Américains ont mis en place ce NSC. Et tous les rapports qui arrivaient des agents de force de l'ordre, des pilotes, des sentinelles, étaient transmis directement à ce comité qui était dirigé par qui? Par Vannevar Bush et le président de l'époque. Voilà. Donc c'était en quelque sorte, voilà. C'était pas officiel. Ils récupéraient tous les rapports et puis ils les analysaient entre eux. Autre cas, en 1966, c'est le cas de Minot, que certains doivent connaître, qui est aussi dans le rapport Cometa. Donc c'est l'un des principaux dépôts d'armes nucléaires aux États-Unis. À l'époque, il n'était pas censé être officiel, hein. C'était une base qui était cachée. Personne n'était censé savoir qu'elle existait. Sauf que des témoins ont rapporté plus tard que un objet lumineux a été observé, donc de diverses couleurs a été observé au-dessus de Minot. Il a été détecté au radar et il a désactivé notamment 10 missiles Minuteman, qui sont des missiles intercontinentaux. Ce sont les missiles les plus dangereux de l'époque. Donc l'OVNI s'est positionné au-dessus de la rampe de missiles et il a désactivé les missiles, il y a eu des effets électromagnétiques. Au moment où l'OVNI a disparu, tout est redevenu dans l'ordre. Tout est revenu dans l'ordre. Autre cas aussi connu, c'est Malmström, avec le fameux Robert Salas, qui fait des conférences maintenant à travers le monde. Donc c'est la base également qui abrite des missiles balistiques intercontinentaux américains, Minuteman, donc à ogive nucléaire. Donc Robert Salas était lieutenant à l'époque, et il a observé des lumières en train de zigzaguer dans le ciel. Et les 8 missiles intercontinentaux ont été désactivés par un facteur non identifié. Pareil, même modus operandi. Donc ce qu'il décrit, c'est un ovni rougeoyant en forme de soucoupe. Voilà la description de Robert Salas. Donc sur Minot, quelques mois après, il y a eu la même observation que je n'ai pas mise, mais que vous pouvez retrouver également. Il y a eu 2 cas à Minot, 2 observations. En 1967,
Donc là, on passe à 67, on a une vague d'OVNI au-dessus d'une centrale nucléaire civile, cette fois-ci, au Canada. Donc là, je passe du domaine militaire au domaine civil. Donc là, on parcourt le temps, vous l'avez compris. Donc au-dessus de Douglas Point, au Canada, on a une vague d'OVNI. On a le projet Gas Buggy qui est lancé au Nouveau-Mexique en 1967. Je ne sais pas si certains s'intéressent aux mutilations animales. Non? Mutilations de bétail. Bon, on ne sait pas si c'est des ovnis ou pas, aucune idée. Hein. Donc Daniel aussi pourra vous répondre à ce sujet, il a écrit un livre. Donc moi, ce que je constate, ça c'est mon analyse, hein, ça n'engage que moi, c'est qu'au moment où on a le premier cas de mutilation animale aux États-Unis, donc le fameux cheval Snippy, voilà, donc qui est voilà, désossé, etc. Bon, c'est un dossier très, très difficile, hein, mais sérieux, très très sérieux, puisque le FBI a étudié des 10 000 cas, n'a pas trouvé de coupable encore. Hein. Donc on a accusé des sectes sataniques, on a accusé tout le monde, mais personne n'a attrapé personne encore. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a le projet Gas Buggy au Nouveau-Mexique qui a lieu au moment où les mutilations animales commencent. Je peux dire un truc? Oui. Il a fallu attendre le microscope électronique pour que, dans les années 70, officiellement, ils découvrent que le scalpel qui découpe, qui tranche, parce qu'il n'y a pas que les animaux, pardon, il y a les humains aussi, il y a eu des mutilations humaines, que le scalpel ne tranchait pas la séquence de l'ADN, la cellule, faisait le contour de la cellule. Parfaitement. Donc ça prouve que c'est pas des humains. J'ai l'impression qu'il y avait des engins pour. En plus, il y a tous les tripes qui étaient voilà, ah, bon, on va parler de ça. C'est pas le moment. Bref. Bon, bref, c'est juste pour vous dire que le projet Gas Buggy a été initié juste au moment où donc on a des mutilations animales. C'est bizarre la corrélation. Les Gas Buggy, c'est des explosions souterraines de bombes. Donc il y a des bombes qui explosent de manière souterraine, exactement aux endroits où on a des mutilations de bétail. Colorado, Nouveau-Mexique et Arizona. Voilà. Les trois États qui ont fait l'objet de cette explosion, les trois États, on a des apparitions on a des mutilations animales. Vous pouvez aller chercher ça aussi. Vous allez voir, vous allez trouver des choses assez... Bref, bon. Le 7 mars 1977, on a un Mirage 4 en France, cette fois-ci, qui porte la bombe nucléaire. Et donc qui est piloté par Hervé Giraud et le navigateur Jean-Paul Abraham. Et pendant qu'ils sont en plein exercice, donc ils portent la bombe nucléaire, il y a un OVNI qui arrive à une vitesse de 6000 km/h et qui commence à les rayer. Je regarde bien ça. Comme si le phénomène se moquait un peu voilà, des humains en leur disant vous avez la bombe atomique, regardez-nous ce qu'on est capable de faire. Et faites attention à ce que vous faites, vous n'êtes peut-être pas capable de maîtriser ce genre voilà, d'engin destructeur. Donc c'est comme ça que je l'interprète. Mais en tout cas, ce rapport, il est dans le rapport Cometa, et cette observation est dans le rapport Cometa, donc c'est vraiment deux officiers de l'armée française qui observent à bord de leur Mirage 4 cet OVNI. Voilà ce qui nous intéresse, c'est Rendlesham en 80. Donc pendant 2 nuits, 27 et 28 décembre 1980, au-dessus de Bentwaters, dans le Suffolk, on a une observation d'OVNI qui a quand même eu des répercussions puisque ça a fait l'objet d'une enquête du ministère de la Défense. 2 nuits successives, il y a à savoir déjà que Bentwaters, c'est une base aux États-Unis, en Angleterre, au Royaume-Uni, qui est divisée en deux. Il y a la partie américaine, la partie anglaise. Et l'observation a eu lieu dans la partie américaine. Donc il y a des officiers qui étaient donc en station et qui ont appelé donc, à l'aide de leur radio donc, le commandement en leur disant on observe un objet étrange derrière un arbre avec une luminosité incroyable, on n'a jamais vu ça avant, ils étaient apeurés. Donc le colonel de la base, le colonel Holt, qui était à l'époque le commandant de la base américaine, la partie américaine, s'est rendu sur place et lui a constaté ça. Qu'est-ce qu'il a fait suite à ça? Il a écrit un rapport au ministère de la Défense où il raconte des choses incroyables. Je suis désolé, j'avais tout sur un papier et je l'ai oublié. Il y avait toute la déclaration de Holt, mais je vous l'enverrai, sans problème. Désolé, je m'excuse. Donc il y a toute la déclaration de Charles Holt, tout ce qu'il raconte. Et pour lui, c'est une intelligence exotique qui est à l'origine de cette apparition. Sachant que cette apparition, elle a eu lieu également au-dessus d'un stock d'ogives américain. Qu'est-ce qu'elle a eu le mérite de montrer, cette observation? C'est qu'en fait, les Anglais n'étaient pas au courant que les Américains stockaient des ogives nucléaires. Et donc, comme si cette observation avait pour but aussi de montrer aux Anglais que les Américains stockaient des ogives nucléaires chez eux, quoi. Voilà. Sachant qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont observé au-dessus. Il y a un contrôleur radar, puisque j'en parle pas, je suis en retard dans mon slide. Il y a Ike Berker et puis Jim Carrey, pas l'acteur, hein, qui ont déclaré qu'un OVNI avait parcouru 120 miles en 8 secondes. Et la révélation a été faite il y a 3 ans. Ils l'ont avoué il y a 3 ans, ça. Donc assermenté, etc. Donc c'est 2 contrôleurs de l'époque. Ils n'osaient pas parler à l'époque. Donc ce cas a vraiment
bousculé le ministère de la Défense anglais, ils n'avaient pas de réponse à donner. Et il y a eu des cas également de rayonnement physique sur un témoin, John Burrow, qui était stationné sur place, qui est américain, et qui a eu des problèmes cardiovasculaires par la suite, et ça a été prouvé qu'il a été exposé à des radiations. Il a même bénéficié du soutien du sénateur McCain à l'époque, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, ou mois, je ne sais plus. Et dont McCain l'a soutenu, parce que McCain était aussi un partisan de la recherche sur les ovnis. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup aux États-Unis. Hein. Donc voilà Charles Holt. Donc aujourd'hui, il n'a pas de problème pour parler de tout ça. Hein. Il s'est même engagé, il allait beaucoup plus loin. Il parle d'extraterrestres, il parle de beaucoup de choses. Catastrophe de Tchernobyl. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui sont venus rien que pour ça. En fait, la catastrophe de Tchernobyl, la cause officielle, en 1986, c'est une augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur 4 conduisant à la fusion du cœur. Et il s'avère qu'en 2003, il y a Georges Lochak, qui est l'adjoint du prix Nobel de physique de l'époque, Louis de Broglie. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui a travaillé sur les pôles magnétiques, Georges Lochak. Il a sorti un rapport où il pointe du doigt des anomalies assez intrigantes. Hein. Et donc, dans son rapport, il ne parle pas d'OVNI, attention, hein. C'est nous après qui sommes là à faire des rapprochements, etc. Donc lui, il parle de disparition de dizaines de tonnes d'uranium, Georges Lochak, dans son rapport, qui est coécrit avec des scientifiques russes. Il parle d'apparition de quantités considérables d'éléments chimiques étrangers, détection de métaux dans le graphite, de ralentissement des neutrons et intenses lueurs rayonnant au-dessus du réacteur, émettant des couleurs que tous les témoins ont qualifiées d'étranges. Donc là, je vais vous faire un peu de lecture. Donc la conclusion du rapport de Lochak. Notre hypothèse principale est que la catastrophe... Donc le rapport est là. Ceux qui le veulent après, ils peuvent le trouver sur Internet. Donc ancien directeur de recherche au CNRS, proche collaborateur de Louis de Broglie, ancien lauréat du prix Nobel de physique, connu pour ses travaux sur les pôles magnétiques. Conclusion du rapport, notre hypothèse principale est que la catastrophe n'a pas pris naissance dans le réacteur mais dans la salle des machines et que l'explosion qui s'y est produite avait une origine électrique. Quand on trouve sur les lieux de la catastrophe des tonnes d'aluminium, donc un métal inexistant au départ, des quantités d'autres éléments chimiques, donc initialement absents, et un enrichissement de l'uranium allant jusqu'à 27% de U-235 contre 2% habituel, le tout produit à des températures étonnamment fiables, et quand on réunit par ailleurs des indices sur la présence de particules encore inconnues, mais prévues par une théorie mathématique structurée et construite sur des bases solides, qui prévoit à la fois leurs propriétés magnétiques et leur rôle dans les interactions faibles, quand on est en présence d'une telle rencontre, on est en droit de se poser des questions. Voilà. Donc il pointe une anomalie. Il y a une disparition d'un stock d'uranium, comme s'il y avait un processus alchimique, et on a trouvé des traces d'aluminium à la place. Bon, bizarre. Et à côté de ça, on a la Pravda. Là, c'est soumis à caution. Parce qu'on sait qu'à l'époque, les magazines russes avaient besoin d'argent. Donc ils vous disaient un peu ce que vous aviez envie d'entendre. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne m'engage pas avec cette déclaration, cette affirmation. Donc la Pravda qui raconte qu'il y a 100 témoins qui ont observé un ovni pendant 6 heures au-dessus de la centrale. Le couvercle en béton de 2000 tonnes aurait été soulevé et un rayon étrange aurait potentiellement réalisé la manœuvre. Des témoins ont observé un vaisseau planant sur la 4e unité de production de la centrale de Tchernobyl. Et donc là, on a un témoin qui s'appelle Mikhail Varitsky, qui était présent sur le site avec son équipe au cours de la nuit et qui a indiqué « Certains membres de mon équipe m'ont accompagné sur les lieux d'explosion. C'était la nuit et nous avons vu une boule de feu qui volait lentement dans le ciel. Je pense qu'elle mesurait entre 6 et 8 mètres de diamètre, puis nous avons vu 2 rayons dans le ciel s'étirer vers le 4e réacteur. L'objet était à environ 300 mètres du réacteur, l'événement a duré pendant environ 3 minutes, les lumières de l'objet se sont éteintes et il a volé loin en direction du nord-ouest. L'OVNI a-t-il réduit le niveau de radioactivité? Ce niveau a été diminué de presque 4 fois et c'est certainement ça qui a permis d'empêcher une explosion nucléaire. 3 ans après, en 89, le réacteur 4 a de nouveau émis de la radioactivité en direction de l'atmosphère. Plusieurs heures plus tard, un médecin, le docteur Gospina, a vu un objet dans le ciel au-dessus de l'usine de Tchernobyl. En octobre 1991, un journaliste de l'Écho de Tchernobyl, V. Savran, photographiait l'atelier de construction mécanique de l'usine et il dit « Je me souviens très bien, raconte-t-il, je n'ai vu aucun ovni en prenant la photo. Cependant, quand j'ai développé le film, il y avait un objet qui planait au-dessus du réacteur. Si l'hypothèse de l'intervention se vérifiait, force est de constater que ces ovnis se sont inquiétés de l'environnement de la planète et très peu du sort des êtres humains. Cette intervention a probablement empêché une explosion nucléaire. » Ça vaut ce que ça vaut. Je ne m'avance pas sur ce témoignage. Daniel Aron le mentionne. Je ne l'ai pas lu en fait. Je l'ai chez moi, mais je n'ai même pas lu le rapport. Il parle de ce cas ?
Super alors. De l'OVNI qui est resté 6 heures au-dessus du réacteur et non pas. Ça marche. Donc là, c'est... Justement, ça sera évité une catastrophe nucléaire. Potentiellement, bon. Parce que si tout l'uranium qui était dedans avait explosé, bah normalement, voilà, il n'y a pas que Tchernobyl qui est touché, quoi. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'il y a un processus, bon, je m'avance, hein, alchimique, transformer l'uranium et des traces d'aluminium qu'on a découvert sur place, quoi. Bon. Je ne parlerai pas de Fukushima parce qu'on a aussi observé des ovnis, mais là, voilà, c'est pas sérieux, on ne sait pas. Parlons pas de Fukushima. En 90, donc là on passe de 86 à 90, on a l'une des plus grandes vagues d'ovnis de l'histoire, la vague belge. Pendant un an, on observe des ovnis de partout en Belgique, des officiers de police, des contrôleurs de militaires. On a le général Wilfried de Brouwer également, qui était l'ancien commandant des forces armées de Belgique à l'époque, qui est aujourd'hui dans la recherche sur les ovnis, puisque lui il a constaté de ses yeux. Donc les chasseurs, c'était à l'époque des, je ne sais plus c'était quel type de... F-16, voilà. On tentait de pourchasser ces ovnis, donc sans succès. Voilà, la vague belge, c'est quand même quelque chose d'assez intriguant et probant, parce qu'en même temps, on a aussi l'année d'avant, et 10 ans avant, la vague de l'Hudson River à New York, où on observe des triangles de partout. Et là, on a quand même Jacques Vallée, on a Alan Hynek, pour Gilles Ledoux, qui ont enquêté sur cette vague. Donc c'est une vague vraiment sérieuse, où on observait des triangles. Et c'est quasiment la première fois qu'on commence à observer des triangles. Le phénomène est en train de se technologiser, de se manifester, comme s'il anticipait technologiquement les avions furtifs, les B-2. Voilà, encore une fois, il nous montre une technologie, voilà, en essayant de se moquer de nous, en restant stationnaire. Il y a eu des cas de rencontres rapprochées, en marge de tout ça. Donc là, c'est la vague de l'Hudson River, vague belge. En France, on a la vague du 5 novembre. Ça a duré une nuit. Donc Daniel aussi connaît bien ce cas. On a eu pas mal de témoins dans le cadre de l'association. Donc c'est une grosse vague au-dessus de la France. À l'époque, ils avaient trouvé l'explication que c'était le troisième étage d'une fusée Proton. C'est ça. Il faut bien qu'ils trouvent des explications. Ensuite, donc Hudson River, la vague de New York, c'est 7000 cas signalés dans la vallée de l'Hudson River. Et là, c'est vraiment du lourd, hein. C'est Hynek, c'est Vallée, c'est vraiment des ufologues renommés qui ont enquêté sur ce cas, quoi. Ils ont même sorti une analyse statistique avec voilà, des corrélations, etc. Donc c'est un bouquin qui s'appelle le cas de l'Hudson River. Je vous conseille, qui est vraiment génial. Et donc à partir de 90, on n'a plus de vagues. Pourquoi? Étrange. Depuis la vague belge, la vague de l'Hudson River, on n'a plus de vague d'ovnis. Moi, j'en connais plus. Je ne sais pas si vous en connaissez. Quand je parle vague, c'est sur un laps de temps assez long. C'est pas une soirée, une nuit, etc. Colares? Où ça? Ah oui, au-dessus de... Oui, ça c'était une fois. C'était en une fois. C'était pas sur un laps de temps... Ouais. Non, mais c'est intéressant. On a parlé, Daniel m'en a parlé du cas du Brésil. Mais des cas comme on a vu, la vague de 54, vague des Airships, vague belge, sur un laps de temps de 1 an, 6 mois, on en a moins. On n'a plus de cas comme ça. On les attend. Moi, j'attends que ça, en fait. Je serai le premier à aller enquêter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une baisse des stocks d'ogives en Russie, aux États-Unis et en France, un démantèlement avec Chirac. Donc là, on a une baisse des stocks d'ogives et on a une baisse des apparitions d'ovnis. C'est une corrélation qui a été faite avec Fabrice. Hein, Fabrice Bonvin l'a faite. Il y a plein de gens qui l'ont faite également. Donc c'est un fait. Hein, je veux dire là... Et il y a les fameux lumières de Phénix que tout le monde connaît. Je pense que cette vidéo, tous ceux qui s'intéressent aux ovnis l'ont vue. Donc c'est un cas qui s'est produit à Phoenix, en Arizona, durant un soir. Figure this one out. There's a double. There's a third one. Hey, Sue? All right, you tell me what it is. Oh, what do we got? Hey, Sue! Oh my God! The time is about 10 o'clock, Sue? Yes. 10 o'clock, March 13th, Thursday night. Yeah. Isn't that weird? Look at that. Au même moment, à l'autre bout de la ville, un caméraman amateur saisit la même scène sous un autre angle. Jesus Christ, it's some kind of spear or something. Oh, you got a shit. There's another one too. Where? Oh, look at that. Whoa, look at them. There's 4 of them. Look at there's 3 of them all together. Oh! Another one just showed up. Whoa!
Maybe somebody's setting up. And there's geometry behind this. Les lumières ont disparu les unes après les autres, après environ 5 minutes. Donc là, on a un cas quand même qui est assez intéressant, qui a pas été démonté encore. Je connais personne qui a contesté Phoenix, à part l'armée américaine qui a dit que c'était des fusées éclairantes, des FLARS. Donc à Phoenix, on a plusieurs observations depuis le début de l'année 97, puisque ça ne se limite pas à ça. On a des pilotes civils aussi qui observent des ovnis, qui le signalent à leur contrôleur aérien quelques semaines avant. On a des rayons gamma qui sont relevés dans le ciel suite à l'apparition d'ovnis. Et quelque chose que j'ai trouvé, je suis peut-être fou, centrale nucléaire de Palo Verde, qui est la plus grande centrale électrique des États-Unis nucléaire, qui se trouve à 55 km. C'est peut-être mon esprit un peu qui voit des trucs un peu partout, mais c'est un fait quand même. C'est la centrale nucléaire, la plus grande centrale nucléaire de production d'électricité des États-Unis. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait un incident, etc. Voilà. Bon. C'est un fait, à prendre en compte ou pas. Peut-être qu'un jour on saura qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là dans cette centrale, mais voilà. Bon. Bref, bon. Juste pour vous dire que les vidéos d'OVNI ne sont pas souvent... Ah, c'est pour ça qu'on adore Phoenix, parce que c'est un des seuls cas où la vidéo montre bien ce qui s'est vraiment passé. On a souvent des cas où des témoins voient des choses, sortent leur caméra ou leur appareil photo, ou des fois ils ne pensent pas à le faire. Ils sont tellement omnibulés, mais ils ne captent pas généralement ce qui se passe vraiment. Comme s'ils n'étaient pas capables de capter ce phénomène. C'est souvent le cas, souvent. On a même des gens très proches qui ont vécu ça et ils vous disent ce qu'on a vu en face, c'est pas ce qu'on a réussi à capter à travers la vidéo. Voilà. Ça, j'ai pas d'explication pour ça. Je pense que c'est volontaire de la part du phénomène. Et là, on a la fameuse vague des drovnis sur les centrales françaises. À l'époque, j'avais pas mal travaillé sur cette affaire, j'ai mobilisé pas mal de temps. Donc c'était en octobre-novembre 2014, donc on a toutes ces centrales qui sont survolées en même temps, à la même heure, à la même minute, à la même seconde. Ils arrivent, donc ils survolent les centrales et puis ils repartent sitôt. On n'a trouvé personne, aucun coupable. Normalement, dans un cas comme ça, quand on connaît justement à quel point ces centrales sont protégées, on est censé trouver des coupables. Là, zéro coupable. On a des survols simultanés de toutes ces centrales dans différents endroits de France, à la même heure, au même moment. Aucun coupable. Et là, on a un article de Pascal Pezzani, qui est le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, qui dit « C'est un ovni, pas un drone, qui a survolé la centrale nucléaire du Blayais. » Donc comme si les ovnis voulaient aussi pointer du doigt des anomalies au-dessus de nos centrales. Moi je dis drovnis, puisqu'il y en a qui disent que c'est des drones. Moi je me dis, bon, si c'est vraiment des drones qui ont survolé les centrales, j'aurais bien aimé avoir des vidéos quand même. Si on a rien à cacher, qu'on nous montre une vidéo d'un drone en train de survoler une centrale. Et ça, on n'en a pas. Et comment expliquer qu'il y ait des failles de sécurité à ce point et qu'ils laissent autant d'ovnis survoler autant de centrales au même moment et repartir sans que personne ne soit attrapé, quoi. Ça, c'est un mystère, il faut qu'on m'explique, quoi. Et, bon, là, je pose un fait, je ne dis pas que c'est des ovnis. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est un ovni, puisqu'on n'a pas trouvé ce que c'était, quoi. Donc voilà, toute cette liste, je vous l'enverrai si vous voulez par mail. Donc toutes les centrales qui ont été survolées à plusieurs reprises. On a également un site nucléaire de l'île Longue, où sont stockés 4 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins français. Donc c'était l'île Longue, le 26-27 janvier 2015. Pour montrer que les phénomènes s'intéressent aussi à tout ce qui est... voilà, au nucléaire, quoi, civil ou militaire. Donc voilà, nous on n'attend qu'une explication. Moi si on me donne une explication, je n'ai pas insisté, je serais content. Pour l'instant, on n'en a pas. Et là, on a une étude française qui confirme le lien entre ovni et nucléaire, qui a été publiée sur le site anglo-saxon Arxiv, j'y suis arrivé, 3 septembre 2015. Donc vous pouvez aller retrouver, donc il y a le document original qui a été co-rédigé par Thibault Laurent, donc ingénieur statisticien au CNRS, Christine Thomas Agnan, professeur de mathématiques à l'Université de Toulouse, et Michael Vaillant, informaticien et expert du GEPAN. Et donc ils disent le lien entre les activités nucléaires et les PAN, donc des phénomènes aérospatiaux non identifiés de type D. Type D, ça veut dire inexpliqué, pas d'explication rationnelle donc, lequel a été longtemps suspecté et désormais pour la première fois mesuré. Ce lien est étonnamment élevé. Nous avons également découvert une forte corrélation entre les PAN de type D et les sites contaminés. Voilà ce que dit ce rapport scientifique, donc vous pouvez retrouver, qui est en anglais. En synthèse de cette conférence, on peut dire que je vous invite à lire, bon c'est en anglais, c'est Robert Hastings, qui dit « Notre programme d'armement nucléaire est une source d'intérêt continuel.
pour une intelligence d'une grande supériorité technologique. La présence remarquée du phénomène OVNI depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est la conséquence directe de notre entrée dans l'âge nucléaire. Pour moi, il résume parfaitement en fait la situation. Et on a également le fameux Luis Elizondo. Donc je ne sais pas si certains connaissent, je pense que oui. Donc c'était quand? C'était entre décembre 2017. Je n'étais pas en France à ce moment-là. Donc il y a le New York Times, le Washington Post, qui annonce que le gouvernement américain, le Pentagone, a financé à hauteur de 22 millions de dollars, entre 2007 et 2012, des recherches sur les ovnis. Donc c'est officiel, c'est dans les médias, Washington Post, New York Times. Et à ce moment-là, Elizondo donc, décide de sortir de l'ombre, et puis il explique qu'en fait cette étude, elle continue toujours. Mais que nous, voilà, on n'est forcément pas au courant. Donc lui, il a fait partie des directeurs de ce projet d'études sur les ovnis. Et suite à ça, ils ont créé la To The Star Academy, donc qui est une académie composée de plusieurs savants, et qui est notamment co-créée par Tom DeLonge, qui est un ancien chanteur du groupe Blink, je ne sais plus trop quoi, voilà. Et donc, ils ont mis les moyens, ils ont recueilli pas mal d'argent, et là, actuellement, ils travaillent sur des matériaux qui auraient été récupérés à travers le monde. Ils ne disent pas que c'est extraterrestre ou autre, hein, ils ne savent pas. En tout cas, ils travaillent dessus, ils expliquent qu'il n'y a pas d'origine humaine à ça. Donc il y a beaucoup de scientifiques de renom. Il y a Bigelow, le milliardaire américain, qui s'est impliqué aussi dans cette recherche. Bon, lui, à mon avis, il y a autre chose avec lui, mais c'est une longue histoire. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, Luis Elizondo? Il dit que les enquêteurs ont identifié des points chauds d'observation se situant souvent à proximité des installations nucléaires et électriques. Voilà. En synthèse de tout ce qu'on s'est dit, généralement, j'aime pas conclure sur le phénomène OVNI puisqu'il n'y a pas de conclusion en fait. Hein. On peut dire que le phénomène OVNI évolue à travers l'histoire, ses formes évoluent, son mode de manifestation, qui nous avertit sur les dangers de la technologie pour l'humanité. Donc il a commencé avec la vague des Airships en 1896, pollution au charbon, déshumanisation, et donc les dangers pour la biosphère, la planète, toujours. Donc c'est un phénomène omniscient, comme je vous disais, qui au moment où les premières études sur la fabrication de la bombe atomique ont commencé, il a commencé à apparaître. Comme s'il savait, sans qu'il y ait de traces physiques d'explosion, qu'il fallait intervenir à ce moment-là. Donc le phénomène semble tout connaître de nous. Voilà. Quant à l'origine du phénomène, ne me demandez pas, je ne sais pas, toujours. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc je ne vous dirai pas que c'est extraterrestre ou autre. Je ne sais pas du tout. Et j'aime bien ce terme qui est les agents du changement, qui est un livre de mon ami Fabrice Bonvin, qui est un excellent livre, que je vous conseille. Et puis OVNI et conscience, coécrit également avec Daniel, ici présent. Donc ces deux ouvrages pour moi référence dans ce, en tout cas par rapport à ce que je pense du phénomène. Je vous propose de terminer avec le cas du Zimbabwe. Je vous propose une vidéo de 6 minutes, pour moi qui résume aussi un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. En septembre 1994, plus de 60 enfants de cette école de la banlieue d'Harare, au Zimbabwe, furent témoins de l'atterrissage de plusieurs objets et virent 2 êtres en sortir. Un peu plus de 2 mois après, John et Dominique s'étaient rendus sur place afin de travailler avec les enfants, leurs parents et les professeurs encore sous le choc. John, spécialiste notamment en psychiatrie infantile, avait longuement questionné les enfants. Quelque chose t'a fait peur, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Le bruit. Quel bruit? Le bruit qu'on a entendu dans l'air. Tu as entendu un bruit dans l'air. Ça ressemblait à quoi? Un rugissement, un bourdonnement, un ronflement? Quel genre de bruit? C'était comme si quelque chose jouait de la flûte. J'étais effrayée moi-même. Effrayé parce que tu as vu quelque chose toi-même? Oui. J'ai vu un petit objet survoler. Il était assez grand en fait, et il y en avait des petits tout autour. On a vu quelque chose argenté. Alors, on a couru très vite jusqu'à la cabane. Et on a vu un truc argenté et un homme debout à côté. Ça faisait quoi quand il te regardait? J'ai eu peur. Ça faisait peur? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait peur? J'ai eu peur parce que je n'avais jamais vu une personne comme ça avant. Tu as vu les yeux? Ils ressemblaient à quoi? Ils étaient comme ça. Où était la partie pointue? La partie pointue était là ou ici? Là-haut. Là-haut.
Que ressentais-tu quand tu regardais ses yeux? Ça faisait peur. Peur? Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Les yeux semblaient malfaisants. Malfaisant? Qu'est-ce qui était malfaisant en eux? Dis ce que tu entends par malfaisant. Ils semblaient malfaisants parce qu'ils n'arrêtaient pas de me fixer. Te fixer? Comme pour faire quoi? Comme s'ils voulaient venir nous prendre. Comme s'il voulait venir te prendre. C'est le sentiment que tu as eu? Qu'il voulait que vous alliez avec lui? Tu avais le sentiment que tu voulais aller avec lui? Non. Quelle a été ta réaction quand tu as senti qu'il voulait que tu ailles avec lui? J'ai juste avancé et j'ai commencé à pleurer. Ils sont arrivés ici en courant et tellement paniqués. Même si on l'avait voulu, jamais on n'aurait réussi à les faire courir tous ensemble comme ça. On a essayé je ne sais combien de fois. Ils ont jailli ici comme s'ils avaient vu un serpent. On était en réunion de professeurs, on les a entendus hurler et ils étaient là. Les enfants ne peuvent pas inventer tout ça. J'étais également très sceptique au début. Je pensais qu'ils avaient effectivement vu quelque chose, mais je n'étais pas préparée à accepter le fait que c'était quelque chose de surnaturel. Je pense que la cohérence de ce qui s'est passé indique qu'il y a eu autre chose que ce que j'étais prête à accepter au début. Les deux couraient. Un était dans les arbres et l'autre courait autour du vaisseau. Parce qu'il y avait aussi des arbres là. Les yeux étaient plus pointus vers l'intérieur du visage. Oui, non. Plus arrondis ici. Et c'était tout noir. Et tu fais des pupilles. Est-ce qu'ils avaient des pupilles ou c'était tout noir? Oui, les pupilles étaient blanches comme ça. Tu as vu du blanc au centre? Oui, comme ça. Est-ce qu'il était près de l'objet argenté ou plus loin? Non, il était au-dessus. Sur le dessus de l'objet argenté, ok? Et est-ce que tu l'as regardé? Oui. Il t'a regardé? Oui. Il m'a foutu les jetons et j'ai arrêté de le regarder. Il t'a foutu les jetons? Là, sur ton dessin, on le voit debout. Oui, j'ai dessiné debout parce que je sais pas le dessiner assis. Ce que j'ai pensé, c'est que peut-être ce sera la fin du monde. Peut-être ils nous disent que ça va être la fin du monde. Pourquoi penses-tu qu'ils veuillent que nous soyons effrayés? Parce que peut-être on ne fait pas assez attention à la planète, à l'air. Et est-ce une idée que tu avais déjà? Que l'on ne fait pas assez attention à la planète et à l'air? Ou cette idée t'est venue quand tu as eu cette expérience? Quand j'ai eu cette expérience. Et comment cette idée t'est venue de cette expérience? C'est un peu difficile, mais essaie d'être avec moi ici, ok? Comment cette idée t'est-elle venue quand tu as eu cette expérience? Je me suis juste sentie vraiment horrible à l'intérieur. À quel moment tu t'es senti horrible? Quand tu as vu le vaisseau? Quand tu es rentré chez toi le À soir? la maison. Tu as eu ce sentiment horrible quand tu es rentré chez toi. Parle-moi de ce sentiment horrible. C'était comment? C'était comme si, dans le monde, tous les arbres étaient abattus, il n'y aurait plus d'air et les gens mourraient. Ces pensées te sont venues... Tu avais ces pensées avant cette expérience? Non. Non. Comment ces pensées te sont venues? Elles te sont venues depuis le vaisseau ou... De l'homme. De l'homme. Et l'homme t'a dit ces choses. Comment t'a-t-il transmis ça? Il n'a jamais rien dit. C'est juste son visage, ses yeux. Quelle est la sensation que tu as eue de ses yeux? Il était intéressé. Bon, pas ce que vous en pensez, mais encore un rapport à la planète, à l'écologie, à la destruction.
Donc on est en 1994, donc c'est un cas qui a fait l'objet d'une enquête par John Mack, le doyen de la faculté d'Harvard, qui a dit que si ses enfants mentaient, il déchirait ses diplômes. Donc lui, par la suite, s'est intéressé notamment à la dimension spirituelle des observations d'OVNI. On a l'impression que ceux qui vivent des observations d'OVNI, parfois la simple observation d'un OVNI, je ne parle même pas d'entité, etc., exactement les mêmes invariants que ceux qui vivent des NDE. Donc on a un développement de la bienveillance, l'empathie, l'écologie, on devient végétarien, on devient parfois artiste. Il y a même la jeune fille que vous avez vue au début, elle est devenue artiste, elle est engagée dans des causes humanitaires, la plupart des enfants en fait. Donc comme si cette intrication psychique entre le phénomène et le témoin avait des conséquences en fait, des conséquences positives, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vous remercie en tout cas et puis merci.